La plupart des histoires de tueurs en série parlent très rarement de celles et ceux qui restent. Parents, enfants, amis, tous ces gens qui parfois ne sauront jamais qui a ôté la vie à l'être qu'ils aimaient. C'est le cas dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Une série de meurtres d'enfants non résolus presque 50 ans après, malgré une enquête qui a abouti au démantèlement d'un réseau pédophile et au combat d'un père qui s'est battu jusqu'à sa mort pour que la vérité éclate. Cette histoire, c'est celle du Babysitter Killer. Maintenant, installez-vous confortablement, vous écoutez Elessar. Cet après-midi du 15 février 1976, Mark Stebbins, 12 ans, est dans le hall de la Légion américaine à Ferndale, ville du Michigan aux États-Unis. Il accompagne son frère Michael pour un tournoi de billard, mais Mark ne joue pas et s'ennuie. Il aimerait bien rentrer chez lui et regarder la télé par exemple. Son frère accepte, mais Mark doit d'abord appeler sa mère, Ruth Stebbins, qui travaille, pour la prévenir. Après l'appel, vers 13h30, Mark se met en route. Il a un peu plus d'1 kilomètre à faire pour arriver dans la rue Saratoga, où il habite. Son frère Michael arrive 1 heure plus tard et trouve la maison vide. Quand sa mère rentre, peu avant 21h, elle panique. Sans nouvelles de Mark, à 23h malgré ses recherches, elle appelle la police pour signaler la disparition de son fils. En 1976, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de kidnapping. Les policiers pensent que Mark est avec des amis, mais ils lancent quand même des recherches assez approfondies, fouillant les bâtiments abandonnés et même les poubelles. Mais ça ne donne rien, et pendant ce temps, Ruth ne dort plus. Au moindre bruit, elle pense que c'est son fils qui rentre à la maison. Chaque fois qu'elle met la table, elle dresse un couvert pour lui. 4 jours après la disparition de Mark, le 19 février 1976, un homme d'affaires traverse un parking de la ville d'Oakdale, à environ 2 heures de route, au nord-est de Ferndale. Il remarque une forme étendue sur le sol, près des poubelles. Il pense d'abord à un mannequin, mais à mesure qu'il s'approche, il réalise que c'est un corps, le corps d'un enfant. Une fois sur les lieux, la police identifie rapidement la victime, Mark Stebbins. Ses vêtements sont les mêmes que ceux qu'il portait quand il a disparu. Ce qui frappe les enquêteurs, c'est d'abord la position de son corps. On dirait que le tueur l'a déposé avec beaucoup de précaution, comme s'il transportait quelque chose de fragile. D'ailleurs, les habits de Mark ont clairement été lavés puis repassés. Son corps aussi a été nettoyé. On estime que la mort remonte à environ 8 heures avant sa découverte, ce qui veut dire que le ravisseur a gardé l'enfant en vie. Vu les bleus et les blessures constatées, Mark a été battu et ligoté. L'autopsie montre qu'il a également été violé avec un objet. Quant à la cause de la mort, la police hésite entre la strangulation et l'étouffement. Malgré ces constats ignobles, on retient surtout le soin avec lequel le tueur a traité le corps de Mark. Dans la presse, on l'appelle déjà le Babysitter Killer. L'enquête commence très mal. Déjà, la police déplace le corps de Mark Stebbins avant l'arrivée du légiste sur la scène de crime. Pire, il est conservé non pas à la morgue, comme c'est l'usage, mais dans un commissariat. Et comme si ça ne suffisait pas, les enquêteurs ont retiré les vêtements de Mark, détruisant et contaminant la moindre trace de preuve éventuelle. Autant vous dire que ce n'est pas gagné. L'équipe d'enquête fait appel à un psychiatre, le docteur Bruce Danto, et ce dernier suggère à la police de placer un mannequin de la taille d'un enfant sur la scène de crime. Selon lui, ça pourrait attirer le tueur. Les policiers s'exécutent, mais quand ils arrivent près des poubelles où le corps de Mark a été retrouvé, ils trouvent une carte de visite pour une entreprise funéraire, celle qui s'est occupée de l'enterrement de l'enfant quelques jours plus tôt. C'est le tueur qui a mis ça là, c'est forcément lui. Il nargue la police et surtout, ça veut dire qu'il était sûrement aux funérailles de sa victime. La mère de Mark, Ruth, se rappelle qu'il y avait beaucoup de monde et qu'elle ne reconnaissait pas chaque personne. Si ça se trouve, elle a serré la main de l'assassin de son fils. En décembre 1976, Jill Robinson a 12 ans et habite à Royal Oak. La jeune fille n'a pas une enfance facile. Elle fait très souvent des cauchemars où un homme lui tire dessus.
Elle en parle à sa mère, Carol, et ça prend de telles proportions que les parents de Jill décident de lui faire consulter un psychologue spécialisé. Jill est une enfant très intelligente. Mature pour son âge, elle se dispute souvent avec sa mère, pour tout et rien. Le 22 décembre 1976, Carol Robinson prépare le dîner. Jill aimerait faire des gâteaux, mais sa mère ne veut pas. Le ton monte, et la dispute éclate. Poussée à bout, Carol dit quelque chose qu'elle regrettera toute sa vie. Eh bien, si tu n'aimes pas être ici, prends ton manteau et va sur le porche pour réfléchir à tout ça. Et quand tu voudras en parler, tu pourras rentrer. En colère, Jill met du maquillage et une couverture dans son sac à dos bleu et sort de sa maison. Elle monte sur son vélo et descend l'avenue Woodward. Quelques heures plus tard, Jill n'est toujours pas rentrée. Sa mère s'inquiète, ne la voit nulle part. Son père appelle la police à 23h30. Et malgré la disparition de Mark Stebbins quelques mois plus tôt, les officiers pensent à une simple fugue. Jill est sûrement chez des amis. Un témoin affirme l'avoir vu à 19h30 au magasin Tiny Tim. Mais contrairement à ce qu'il s'est passé pour Mark, aucune recherche n'est déclenchée. Pourtant, on trouve le vélo abandonné de la fillette derrière le magasin, la nuit de sa disparition. Le 25 décembre 1976 arrive, et au pied du sapin, personne n'ouvre les cadeaux de Jill. Le lendemain, un motard circulant sur l'autoroute 75 près de la ville de Troyes appelle la police. Il a trouvé un corps sur le bas-côté. Les policiers arrivent très vite, ils voient l'endroit depuis les fenêtres du commissariat non loin. Le corps est celui de Jill Robinson. Comme Mark, elle a été déposée avec soin dans la neige, bien en vue de la station de police. Jill porte les vêtements qu'elle avait le jour de sa disparition. Ils ont été nettoyés et repassés, tandis que l'enfant a clairement été lavé avant ou après sa mort. Son sac à dos bleu a été posé non loin. À première vue, la cause de la mort est assez évidente. Le tueur lui a tiré dans le visage avec un fusil de chasse de calibre 12. Il manque la moitié de sa tête. Jill est morte exactement comme dans ses cauchemars. L'autopsie révèle qu'elle n'a pas été violée ou agressée sexuellement. En revanche, on pense que le décès est dû au choc et à l'hémorragie, plus qu'à la blessure elle-même. Le rapport indique que le tueur lui a donné à manger pendant au moins 3 jours et qu'il l'a tué juste avant de déposer son corps. Malgré les similitudes évidentes avec le meurtre de Mark Stebbins, les enquêteurs considèrent qu'il s'agit d'une affaire isolée. Une approche incompréhensible aujourd'hui, qui n'est malheureusement qu'une erreur parmi toutes celles à venir. Une semaine après la découverte du corps de Jill Robinson, le 2 janvier 1977, Christine Marie Mielich, 10 ans, s'ennuie chez elle à Berkeley. La fillette demande à sa mère Deborah si elle peut aller acheter un magazine à l'épicerie du coin. En temps normal, Deborah n'aime pas que sa fille traverse la route qui mène à l'épicerie sans personne pour l'accompagner. Mais Christine est allée faire des courses seule il n'y a pas longtemps et elle s'en est très bien sortie. Alors sa mère accepte. Elle lui réexplique comment aller au magasin, lui rappelle qu'il faut bien attendre que le bonhomme soit vert avant de traverser et lui fait promettre de rentrer de suite après. Une demi-heure plus tard, Christine n'est pas rentrée. C'est beaucoup trop long. Deborah appelle la police. Pendant 20 jours, la mère de famille reste éveillée toutes les nuits au cas où sa fille rentre à la maison. Elle passe au journal télévisé local, suppliant le ravisseur de lui rendre Christine sain et sauve. Elle rassemble même 17 000 $ de dons pour payer une éventuelle rançon. Ils ne serviront à rien. Le 22 janvier 1977, à environ 15 minutes de sa maison, Jérôme Wozny, employé à la poste, trouve le corps de Christine Marie Mielich au fond d'une impasse. La fillette a été déposée sur le sol, puis recouverte de neige. Le tueur lui a fermé les yeux et croisé les bras sur la poitrine. Comme les 2 victimes précédentes, le corps de Christine a été lavé et ses vêtements nettoyés, puis repassés. Après examen, la police conclut que l'enfant a été étouffé et qu'il n'y a pas de traces formelles d'agression sexuelle. Sa mort remonte à moins de 24 heures avant sa découverte. Ça veut dire que le tueur l'a gardée en vie pendant une vingtaine de jours sans jamais éveiller les soupçons. Cette fois-ci, les enquêteurs font le lien et considèrent que les 3 victimes, Mark, Jill et Christine, ont été tuées par la même personne. Une équipe d'enquête spéciale se forme en associant les autorités de 13 villes différentes. C'est le début de la plus grande investigation menée aux États-Unis à l'époque. Malgré tout, un autre enfant va connaître un destin funeste. Timothy King a 11 ans. C'est le plus jeune enfant de Barry et Marion King, qui en ont 4 en tout. La famille habite à Birmingham. Timothy, ou Tim, adore jouer au baseball, au hockey et faire du skateboard dans le voisinage. Le 16 mars 1977, les parents de Tim sont partis dîner avec un client de Barry. Il est avocat. À la maison, c'est Cathy, la sœur aînée de Tim, qui est restée avec lui. Pas tellement pour le surveiller. C'est un garçon déjà responsable et ses parents lui font confiance. En début de soirée, Tim décide d'aller acheter des bonbons à la pharmacie.
Elle est à 3 pâtés de maison, pas plus. Il emprunte 30 cents à sa sœur et lui demande de laisser la porte ouverte pour qu'il puisse rentrer sans la déranger. Timothy sort dans la rue, monte sur son skate et commence à descendre Maple Road. À 20h30, le pharmacien lui vend des bonbons et voit l'enfant sortir par la porte de derrière. Elle donne sur un parking partagé avec un supermarché. Quand les parents de Tim rentrent chez eux, ils trouvent la porte ouverte, mais il n'y a personne. Tim n'est pas rentré et Cathy est partie chez des amis. Très inquiets, Barry et Marion King appellent la police qui prend l'affaire au sérieux immédiatement. Cette fois-ci, il y a des témoins. Quelqu'un a vu Timothy dans le parking en train de parler à un homme devant une voiture bleue à bande blanche, une Gremlin de marque AMC. Un portrait robot est établi. L'homme a entre 25 et 35 ans, la peau blanche, des cheveux bruns mi-longs, hirsutes et des favoris. S'il s'agit du tueur, on pense qu'il est plus intelligent et mieux éduqué que la moyenne, avec une obsession pour la propreté. Il ne boit pas et ne se drogue pas. Son travail lui donne une position d'autorité avec les enfants, à qui il inspire naturellement confiance. Son planning lui laisse aussi sûrement pas mal de temps libre, puisqu'il peut séquestrer ses victimes pendant plusieurs jours sans que ses voisins soupçonnent quoi que ce soit. Enfin, compte tenu de sa connaissance du coin, les enquêteurs pensent qu'il habite le comté d'Oakland. La police ne veut pas perdre de temps, surtout si le tueur garde Timothy en vie quelques jours, comme il l'a fait avec les victimes précédentes. Tous les propriétaires de voitures Gremlin sont interrogés, mais ça ne donne rien. Pendant ce temps, les parents de Timothy écrivent chacun une lettre ouverte au tueur, publiée dans le journal. Dans celle de sa mère, Marion lui dit que s'il rentre à la maison, il aura droit à son plat préféré, du poulet frit de chez Kentucky Fried Chicken, KFC. Une récompense de 100 000 $ est offerte à quiconque aura des informations sur l'affaire, sans succès. Le soir du 22 mars 1977, deux adolescents passent en voiture près d'un fossé peu profond et remarquent quelque chose. C'est le corps de Timothy King à 20 minutes de sa maison. Son skateboard a été placé à côté de lui, et encore une fois, les vêtements de l'enfant sont propres et repassés. L'autopsie montre des traces de viol avec un objet et des marques de lien aux poignets et aux chevilles. Timothy a été étouffé environ 6 heures avant qu'on découvre son corps. On détermine également le dernier repas qu'il a reçu du tueur avant de mourir, du poulet frit de chez KFC. À partir de fin mars 1977, c'est la panique dans le comté d'Oakland. Les terrains de jeu pour enfants sont déserts. Tous les parents viennent chercher les leurs à l'école, créant des files de voitures interminables. N'importe qui peut être le coupable. Les voisins et amis deviennent des suspects. L'enquête pour retrouver le babysitter killer bat son plein. Au total, près de 20 000 pistes sont suivies, des milliers de personnes sont interrogées et 25 sont arrêtées. Pourtant, aucune d'entre elles n'est accusée d'être le tueur. En décembre 1978, 2 ans à peine après sa formation, l'équipe chargée de l'affaire est dissoute, après avoir épuisé son budget de 2 millions de $. C'est la police d'État du Michigan qui reprend le dossier. Mais depuis la découverte de la 4e victime, Timothy King, aucune disparition, aucun meurtre d'enfant n'est attribué au babysitter killer. Comme souvent dans ces cas-là, la police pense qu'il a changé de région, qu'il a été arrêté pour autre chose, ou qu'il est mort. Pourtant, parmi les pistes explorées, certains suspects sortent clairement du lot et sèment le doute. Quelques semaines après la mort de Timothy King, le docteur Danto, qui a établi le profil du tueur, reçoit une lettre étrange, bourrée de fautes d'orthographe. Elle est écrite par un certain Allen, qui se présente comme, je cite, l'esclave sadomaso de Frank, le babysitter killer. Allen raconte que lui et Frank ont fait la guerre du Vietnam. Là-bas, Frank aurait tué beaucoup d'enfants et ça l'aurait rendu fou. Rentré au pays, il veut se venger d'avoir été envoyé au front en s'en prenant aux enfants des citoyens américains. Allen a des remords depuis les meurtres. Il explique qu'il a accompagné Frank en repérage, mais jamais pour les enlèvements. Il confirme aussi que le tueur avait une voiture Gremlin bleue à bande blanche, mais qu'il s'en est débarrassé dans l'Ohio. Pour savoir si le psychiatre a bien lu sa lettre, il lui demande de faire publier une suite de mots spécifiques dans l'édition du dimanche d'un journal de Détroit, ce qu'il fait. Suite à ça, Allen appelle le docteur Danto et lui dit qu'il pourra lui fournir des preuves photographiques de ce qu'il avance, à condition d'obtenir l'immunité judiciaire. Le psychiatre arrange un rendez-vous dans un bar quelques jours après, mais Allen ne vient pas, et on n'entend plus jamais parler de lui. Des années plus tard, en 2005, les policiers mettent à jour un réseau pédophile qui opérait dans les années 70. Ces 4 membres étaient répartis dans plusieurs États et se réunissaient sur l'île North Fox, dans le lac Michigan. C'est assez proche du lieu des meurtres. 2 personnes finissent par être arrêtées, Ted Lamborghini et son partenaire Richard Lawson. Les 2 autres sont déjà morts.
Ted Damborghine devient le suspect numéro 1 dans l'affaire du babysitter killer. Mais malgré sa condamnation en 2006, rien ne le relie aux 4 enfants. De son côté, Richard Lawson, condamné lui aussi, affirme que le tueur est Bob Moore, l'un des membres du réseau pédophile déjà décédé en 2005. Accusé à mort, c'est pratique, il ne peut pas se défendre après tout. Quoi qu'il en soit, la piste Bob Moore finit elle aussi par être écartée, faute de preuves. Arrive alors Archibald Edward Sloan, un violeur d'enfants déjà sous les barreaux. Cette fois-ci, il y a du concret. Dans la voiture qu'il avait à l'époque des meurtres, une Pontiac de 66, on trouve un cheveu. Son ADN est comparé à 2 autres, récupérés sur les corps de la première et de la 4e victime, Mark et Timothy. Ils sont identiques. Par contre, ils n'appartiennent pas à Sloan, mais à quelqu'un qui a emprunté sa voiture. Impossible de savoir qui est cet homme, et Sloan ne dit rien. Malgré toutes ces pistes prometteuses, sans compter celles dont je n'ai pas parlé parce qu'elles arrivent très vite dans une impasse, la police ne sait pas qui est le babysitter killer. Pendant plus de 40 ans, les familles des victimes attendent et espèrent, tandis qu'elles essayent de continuer à vivre. Et c'est finalement le combat du père de la 4e victime, Timothy King, qui va permettre de se rapprocher de la possible vérité. Ruth Stebbins n'a plus jamais été la même après la mort de son fils Mark. Elle subit des crises d'angoisse violentes au point de devoir quitter son emploi. Avant sa mort en 2011, elle explique qu'à chaque fois qu'elle entend parler d'un meurtre d'enfant, elle revit le jour où Mark a été retrouvé mort. Tom Robinson, le père de Jill, est pendant des années furieux de la manière dont l'enquête a été menée, pleine de négligence. La vie de Deborah Mielich, la mère de Christine, devient un enfer après la mort de sa fille. Étrangement, elle trouve du réconfort dans le fait que le tueur l'ait gardée en vie pendant une vingtaine de jours. Elle se dit qu'il a pu en quelque sorte apprécier sa compagnie pendant ce temps. Quant à Barry King, père de Timothy, il retourne travailler 3 jours après l'enterrement de son fils. Sa femme Marion a beaucoup plus de mal à faire face, tout comme les frères et sœurs de Tim. Sa mort devient un sujet tabou, dont personne ne doit parler. Marion King meurt en 2004. Barry se remarie, et lui et sa nouvelle femme vivent dans la maison familiale. À l'intérieur, des photos de Timothy et une peinture où on le voit dans sa tenue de hockey. Pendant des années, Barry King tient un blog intitulé « L'histoire d'un père », dans lequel il compile tout ce qu'il sait sur l'affaire. Avec sa fille Cathy, devenue avocate, il va découvrir que le meurtrier de son fils était peut-être connu par la police depuis des dizaines d'années. Cathy King apprend par un ancien voisin l'existence de Christopher Bush. Ce n'est pas n'importe qui, il est le fils d'Harold Lee Bush, qui à l'époque des meurtres est directeur financier du constructeur automobile General Motors. Christopher est un pédophile reconnu. Il a plusieurs fois été condamné pour agression sexuelle sur mineurs, mais n'a jamais été envoyé en prison. En janvier 1977, il a 26 ans et se retrouve placé en garde à vue dans l'affaire du babysitter killer. Mais il est relâché après être passé avec succès au détecteur de mensonges. Quelques semaines plus tard, Timothy King disparaît. Christopher Bush meurt en novembre 1978 et on conclut à un suicide. Pourtant, les circonstances de sa mort laissent plutôt penser à une exécution. Surtout, la police trouve chez lui un dessin en crayon représentant un enfant en train de crier. Il ressemble à Mark Stebbins, la première victime. Enfin, des cordes ensanglantées sont également saisies. Vous pensez sûrement qu'elles vont donner une trace ADN qu'on pourra comparer avec celui des enfants par exemple, pour savoir si les cordes ont servi à les ligoter. Il n'y aura aucune analyse. Et pour cause, les enquêteurs ont perdu cette preuve. C'est aussi simple que ça. Personne ne sait où elles sont. La dernière piste tangible fait remonter jusqu'à James Vincent Gunnels. Il a 16 ans à l'époque des faits et dit qu'il a été violé par Christopher Bush. Un cheveu retrouvé sur le corps de la 3e victime, Christine, correspond à son ADN mitochondrial. Ça veut dire qu'il appartient soit à James, soit à un membre de sa famille du côté de sa mère. Mais on ne peut pas affirmer l'un ou l'autre avec certitude. Aujourd'hui en prison pour une affaire sans lien avec les meurtres, Gunnels nie toute implication. La police pense qu'il a pu servir de rabatteur pour amadouer les enfants, ou qu'il a aidé le tueur à s'en occuper pendant leur captivité. À ce jour, il est cependant impossible de le prouver. Techniquement, l'enquête est toujours en cours, mais on ne saura peut-être jamais qui est le babysitter killer, s'il est déjà en prison ou 6 pieds sous terre. Le dossier de l'affaire fait 500 000 pages, et parmi tous les mots qu'elle contienne, il y en a 4 à ne jamais oublier. Mark, Jill, Christine et Timothy. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Elessar. N'oubliez
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains. Commentez-le, partagez-le autour de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire.